Ces aliens, ils me font vaguement penser aux Gamoréans de Star Wars. Leur tête, leur nez qui ressemble à un groin, leur casque, leur peau verdâtre, leurs vêtements quasi similaires. George Lucas a dû s'en inspirer pour créer ces gros cochons verts dans le Retour du Jedi. Ah, vous êtes là. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans UFO Legacy, présenté par Van Roswell, c'est-à-dire moi. Et nous nous retrouvons dans la troisième et dernière partie de la rencontre de Pascagoula. Mais avant, place au générique. Un an plus tard environ, au mois de février 1974, Charles était enfermé chez lui. Mais un jour, il décida de sortir par lassitude, car la pêche lui manquait. Et le grand air aussi. Le jour même, il sortit, muni de son fusil, pour aller à la chasse aux écureuils, dans une plantation arboricole qu'un ami à lui possédait. Il s'asseyait près d'un arbre pour y déguster un sandwich. Au calme. Un semblant de vie normale semblait avoir repris le cours de sa vie. Jusqu'à ce que le même événement du 11 octobre 1973 se reproduise. En effet, un engin quasi similaire que Charles et Calvin avaient vu l'année précédente dans le lac du Mississippi a soudainement fait son apparition. Et au même moment, de manière tout à fait brusque, une voix s'immisça dans sa tête et s'adressa à lui, comme un signal radio ou à quelque chose implanté dedans. Ces voix disaient qu'il ne lui voulait aucun mal, ni envers les siens, qu'il avait été choisi, qu'il ne devait pas avoir peur d'eux, mais aussi qu'il voulait aider l'humanité avant qu'il ne soit trop tard, et qu'il reviendrait bientôt sur Terre. Pris de peur, il ramassa son fusil et s'enfuit, retournant directement chez lui. Mais ça ne s'arrêta pas là, puisqu'un mois plus tard, les mêmes voix ont recommencé dans sa tête, avec le même message, mot pour mot. Quand Charles rapporta sa récente expérience, notamment celle des voix dans sa tête, au docteur Hynek, ce dernier lui expliqua qu'il était envisageable qu'un implant lui aurait été placé dans son corps, qui servirait de communicateur pour les créatures d'outre-monde. Plus tard, même d'autres scientifiques en arrivaient à la même hypothèse. Malheureusement, Charles devait se résoudre à vivre avec cet implant jusqu'à la fin de ses jours. Car les spécialistes qu'il avait consultés après Hynek n'avaient aucune idée de ce qu'ils devaient chercher et ni s'ils arriveraient à l'identifier. Oui, une intervention chirurgicale devait représenter trop de risques étant donné le manque total d'éléments concrets, si ce n'est que transformer le pauvre homme en légume en cas de faute professionnelle. Peu de temps après, Charles eut l'occasion de pratiquer à nouveau des séances de régression hypnotique. Et cette fois, il eut de nouvelles images dans son subconscient. Plongé dans l'hypnose, il se revoyait à l'intérieur du vaisseau, dans la salle lumineuse, avec les 3 créatures qu'il avait enlevées avec Calvin. Au moment où il se faisait scanner, c'est à ce moment-là qu'il aperçut des êtres derrière un hublot, aux allures humanoïdes, regardant passivement la suite du scan dans l'autre compartiment. C'est alors qu'il se mit à penser que les 3 créatures ne seraient en fait que des robots, des machines sous les ordres des véritables occupants du vaisseau. Un mois plus tard, dans la même année, Charles, Blanche, sa femme, un gendre à eux et leur jeune fille de 18 ans, Sheila, revenaient d'une visite de famille dans le comté de Jones, roulant sur la route tard dans la nuit. Soudain, en cours de route, une étrange lumière dans le ciel suivait leur véhicule pendant un certain temps, avec
une certaine distance. Et là, elle se rapprocha, comme si elle voulait stationner devant, et prit forme, la même forme oblongue que Charles aurait vue avec Calvin un an en arrière. Ce dernier était impressionné de revoir le même vaisseau. Il en montra à sa famille, qui devait être sous le choc, y compris sa femme, qui poussa un cri de terreur face à ce phénomène. Charles apercevait au loin la silhouette des mystérieux visiteurs, humanoïdes je présume, derrière la fenêtre du vaisseau, et se mit à penser qu'une chance de les rencontrer face à face s'offrait à lui. Alors, il demanda à son gendre, qui était derrière le volant, d'arrêter la voiture afin de descendre pour se rendre auprès du vaisseau. Cependant, sa femme, ayant peur de perdre son mari, refusa de le laisser descendre et le retenait de ses mains et cria au conducteur de démarrer la voiture en vitesse. Quant au vaisseau, il aurait plané un moment au même endroit, puis se volatilisa. Pour la famille, surtout pour Blanche Hickson, ça a été terrifiant à voir. Quant à Charles Hickson, pour tout vous dire, il n'était pas du tout déçu de cette nouvelle rencontre, bien au contraire. Il se sentait même soulagé que des membres de sa famille aient été témoins de cette apparition, puis au final convaincus. Il est vrai que c'est un immense soulagement d'être pris au sérieux par les siens, surtout dans une situation où l'on a vécu une expérience traumatisante. J'en sais quelque chose, mais pas dans le cadre de l'ufologie. Bien qu'il en sortait avec moins de trauma, Calvin, lui, c'était tout autre chose. Il le vivait très mal et ne désirait que fuir tout ce qui pouvait lui rappeler le soir de son enlèvement, à tel point qu'il quitta son métier dans le chantier naval de Walker en fin d'année 1973, puis s'engagea par la suite dans une industrie pétrolière, mais accepta principalement des contrats en dehors de l'État afin d'échapper aux événements d'abduction passés qui étaient toujours d'actualité, et dont il faisait l'objet. Et si par malheur, quelqu'un le reconnaissait, que ce soit au sein ou en dehors du travail, il abandonnait, pour en chercher un autre. Ah oui, quand même. C'est comme être en cavale dans la peau du fugitif. 9 ans plus tard, en 1983, Charles Hickson écrit puis publia, avec la collaboration de William Mendes, professeur de collège, un compte-rendu complet de l'affaire sous forme d'un livre qui s'intitula UFO Contact at Pascagoula. Cet ouvrage contenait de nombreuses informations en matière de photos, d'interviews et ainsi de suite. De même de la part de Calvin qui publia Pascagoula 1973, ma rencontre approchée, bien des années plus tard en 2018, soit 45 ans après les faits et 35 ans après la publication initiale de son ami Charles. Bien que le premier ouvrage soit sorti il y a 37 ans, elle fut rééditée en 2017. Donc, si vous voulez en savoir plus, avec tous les détails qui vont avec, vous pouvez vous le procurer sur Internet. Pareil pour le deuxième ouvrage. Et les années passèrent, Charles donna plusieurs conférences, racontant son enlèvement et se remémorant chaque détail. C'était au début des années 1991, le 25 mars, qu'eut lieu la première conférence internationale sur les ovnis, dans la ville de Biloxi, au Mississippi. Charles raconta tout. La scène de l'apparition de lumière bleuâtre, de l'enlèvement, du témoignage envers le shérif et les journalistes, de sa rencontre avec le docteur Hynek et le docteur Harder, des séances d'hypnose et des autres événements qui ont eu lieu dans sa vie. Il mentionna également que ses interlocuteurs, aliens, feraient leur apparition publiquement en 1992. Et également qu'ils étaient pacifiques, comme transmis la dernière fois où Charles avait été contacté par l'implant. Cette conférence a attiré énormément de visiteurs, humains cette fois,
comprenant des fervents des ovnis venant de plusieurs régions des États-Unis et également des experts en la matière, dont on peut mentionner Bud Hopkins, auteur d'ouvrages sur les ovnis, Antonio Huneeus, investigateur et chercheur, et Stanton T. Friedman, scientifique, auteur et réalisateur de films documentaires sur les ovnis. Quant à Calvin, il a tout de même participé à certaines conventions sur les ovnis, relatant les mêmes expériences qu'il a vécues, comme son ami, tout en préservant sa vie privée. En 1993, il fréquenta des colloques d'ufologues et tenta de lancer une société du nom de UFO Investigation qui consistait à produire des reportages sur les ovnis pour la télé. Mais hélas, il abandonna le projet. Tiens, ça correspond à peu près à ce que je fais. Les années qui ont suivi, l'affaire de Pascagoula ne s'était pas arrêtée là. Même au début des années 2000, tout du long, Charles Hickson intéressait toujours les journalistes pour son témoignage. Et justement, pendant les interviews, Charles sortait quelquefois plusieurs radios de son crâne qui résultaient d'examens médicaux suite à des problèmes de santé. Et c'est dans ces radios qu'il montra l'implant, se situant derrière son œil droit. Il spécifia aussi qu'il s'était rendu à l'hôpital de la Nouvelle-Orléans à 2 reprises et également chez un cancérologue à l'université de Tulane, sans pour autant obtenir un diagnostic concluant, car aucun des spécialistes n'ont su ce que c'était. Malgré le fait qu'il avait un petit machin bidule dans son crâne, de la taille d'une pièce de monnaie, chez lui, c'était indolore. Ça n'avait absolument aucun effet indésirable sur sa vision. Calvin, lui, le vivait toujours aussi mal, qu'il décida de quitter le comté de Jackson pour emménager à Most Point en 2006. En même temps, quand on a 18, 19 ans et qu'on a vécu une telle expérience, forcément, ça reste gravé dans la mémoire. Et comme si ça ne lui suffisait pas, il y eut un accident vasculaire cérébral lui laissant de graves séquelles 4 ans plus tard. Ce qui fait qu'il était de moins en moins disposé à apparaître dans des conférences ou à se faire interviewer. Oui, enfin, c'était moins fréquent. En septembre 2011, Charles Hickson décède, à l'âge de 80 ans. Selon ses proches, surtout son fils, Eddie, son père était un honnête homme et qu'il ne voulait pas que les gens croient absolument de ce qu'il avait vécu, mais espérait tout de même que les gens finissent par ouvrir leurs esprits et de croire que l'humanité n'est pas seule dans l'univers. À aucun moment, il n'a été considéré comme fou par un de ses fils, dont Eddie Hickson, dont je vous ai parlé à l'instant. Il a également témoigné que son père avait très souvent refusé des montants substantiels tout au long de l'affaire, car il craignait qu'en acceptant, il se fasse traiter de menteur ou de vendu. Et jusqu'au bout, Eddie savait au plus profond de son cœur que son père n'avait rien inventé de sa rencontre du 4e type. La rencontre de Pascagoula reste néanmoins assez passionnante et intrigante. Et voilà un témoignage qui ne mentionna pas de petit gris. Bien que cette affaire semblait avoir convaincu le docteur Alan G. Hynek et le docteur James Harder, beaucoup de sceptiques et d'autres ufologues la considèrent comme un canular. Oui, car effectivement, même si c'était très courant à l'époque, surtout aux States, n'importe qui pouvait prétendre avoir vécu une expérience comme telle pour se faire remarquer. Et ça peut être dangereux, car c'est surtout dans le domaine des soucoupes volantes qu'un ou plusieurs petits malins en profitent pour prêcher la bonne parole à des gens crédules afin de profiter d'eux et de leur soutirer du fric. On appelle ça un gourou. Et il y en a eu beaucoup avant, même de nos jours. Mais bon, il est nullement question de religion dans la rencontre de Pascagoula. Et il n'y est rien, je dis bien rien, qui puisse affirmer que tout soit faux.
ce serait de l'arrogance. Les deux hommes, seuls, auraient été témoins de lumière bleue au-dessus du lac Pascagoula. Mais apparemment, ils n'étaient pas les seuls témoins. En effet, plusieurs autres témoins auraient rapporté leur confirmation visuelle des mêmes lumières étranges dans les environs du Mississippi. Et ça a été confirmé par le shérif et d'autres policiers, puisqu'ils avaient déclaré plus tard qu'ils avaient reçu énormément de coups de téléphone ce soir-là. Il y eut également une détection par radar d'un objet étrange dans le secteur, brouillé par la suite, qui passa sous silence, jusqu'à révélation tardive de certains sceptiques. 28 ans après le phénomène en question. Quand Charles Hickson et Calvin Parker ont tous deux raconté de leur abduction au poste de police, au shérif, ils n'ont pas été aidés par hypnose. En même temps, les policiers, de base, n'hypnosent pas les gens, me direz-vous. Ce n'est qu'après avoir fait la rencontre d'Hynek et d'Harder, les deux ufologues, qu'ils ont effectué la régression hypnotique. La première hypnose a seulement refait jaillir des sentiments de terreur extrême des deux abductés, alors que l'hypnotiseur tentait de rétablir leurs souvenirs des événements. Mais c'était loin d'être suffisant puisque la séance fut vite interrompue, ne révélant aucune information supplémentaire, jusqu'à ce que Charles se refasse faire la même séance quelques années plus tard où il y eut d'autres images de son enlèvement. Cependant, les histoires d'abduction extraterrestre basées uniquement sur des régressions hypnotiques peuvent s'avérer très douteuses. Donc, il faut envisager toutes les possibilités afin de ne rien négliger. Concernant l'apparence des trois créatures qui les ont emmenés dans le vaisseau, les deux pêcheurs n'ont donné que très peu de détails concernant leur apparence. Enfin, seulement qu'ils lévitaient sur le lac et sur le sol, qu'ils étaient pâles comme des fantômes, la peau couverte de plis, des pieds aux formes rondes, des mains ressemblant à des pinces, j'ai dit, un trou en guise de bouche et des pics à la place d'orifices faciaux. Ce n'est qu'après la publication de leurs témoignages dans les journaux que les médias et autres éditeurs ont assez exagéré sur leur apparence, faisant d'eux des robots à griffes, puis ensuite à pinces. Crab people. Ok, je m'égare là. Et puis, d'autres personnes en ont fait des créatures unijambistes, ce qui est tout à fait inconcevable et n'a aucun sens morphologique, mais absolument aucun, même pour un alien. Je veux dire, vous en connaissez, vous, des animaux avec une seule jambe? Alors si oui, faites-le moi savoir dans les commentaires, je serais curieux. Mais n'allez surtout pas commenter Flamant Rose, ça ne compte pas. Excusez-moi, mais c'est que là il fait vraiment chaud. Et comme si c'était pas assez confus, il y eut encore d'autres sceptiques qui ont assimilé l'aspect physique des créatures à celle d'une momie. Car parmi les quelques publications littéraires dont je vous ai montré quelques extraits dans la partie précédente, elles interprétaient le pli de peau des créatures comme des bandelettes de momies. Pourquoi Charles Hickson a choisi des momies de l'espace? Dit l'un des commentaires sceptiques, alors que ce dernier n'a jamais fait mention de momies de l'espace. Bien sûr, la science a eu son mot à dire. Car, évidemment, la communauté scientifique n'accorde aucun crédit à l'explication de récits par une cause extraterrestre. Et cela est dû à l'absence de preuves matérielles qui peut faire douter. Certains spécialistes ont considéré qu'il s'agissait de ni plus ni moins d'une forme d'hystérie collective. Ils se sont également appuyés sur le modèle de socio-psychologique du phénomène OVNI. Cette thèse vise à expliquer la plupart des observations d'OVNI dans un cadre socio-psychologique. Autrement dit, dans un milieu social dans lequel les individus peuvent s'influencer mutuellement, par communication directe
bouche à oreille ou de la part des médias. J'avoue que cette thèse m'échappe un peu. Mais du coup, si vous voulez en savoir davantage là-dessus, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Mais une question s'impose, la plus importante. Dans la supposition que ça a été vrai, qu'est-ce que les visiteurs sont venus faire vers le lac Pascagoula? Ils ont emmené les 2 pêcheurs dans leur vaisseau, les ont scannés, puis les ont relâchés sur le quai. Et après? À quoi ça leur a servi? Et surtout, si ces 3 créatures ayant enlevé ces 2-là étaient des robots, qui donc étaient les autres êtres humanoïdes qui supervisaient? Quelle était leur mission? Pourquoi avoir maintenu le contact avec Charles pour annoncer leur retour en 1992? J'ai moi-même cherché, et rien. Aucun forum, aucun site et autre source quelconque ne fait mention de leur retour cette année-là. Après, qui sait, hein? Si c'était pas en 92, c'est peut-être pour bientôt. Dans tous les cas, même si cette affaire d'abduction extraterrestre fait partie de celles qui sont plus proches du canular et qui restent beaucoup de questions sans réponse, les 2 pêcheurs ont vécu un événement traumatisant et incroyable qui les ont marqués à vie. Ils ne semblaient pas être des fabulateurs, hein. Bien au contraire, c'étaient des gens simples. Et si Calvin l'avait très mal vécu, Charles, lui, n'a jamais souhaité que ça ne lui soit jamais arrivé. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la 3e et dernière partie de la rencontre de Pascagoula. J'espère que ça vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos d'UFO Legacy. Bon, sur ce, chers terriens, je vous salue et je vous dis à la prochaine. Bon, c'est pas grave, je vais m'y prendre autrement.